Alors, je vous présente Savannah. C'est la sœur de ma meilleure amie et elle avait 23 ans quand sa vie s'est arrêtée brutalement la nuit du 30 avril 2016. C'était le 1er mai 2016, j'étais à Nice et je prenais le bateau pour rentrer chez moi. Et le hasard a fait qu'avec ma meilleure amie, on prenait le même bateau à la même heure. Et donc on avait prévu de se retrouver pour se raconter nos vacances et passer la traversée ensemble. Sauf que quand j'étais au port, je l'ai appelée et au téléphone, elle avait une petite voix. Et je ne me suis pas inquiétée plus que ça parce que pour moi, elle avait mal dormi ou elle s'était encore pris la tête avec sa mère. Sauf que sur le bateau, quand je l'ai rejoint devant sa cabine, je l'ai retrouvée toute bouleversée. Elle avait les yeux rouges, elle n'arrivait pas à parler, elle avait du mal à s'exprimer. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle avait, elle m'a dit la phrase «Savannah est morte, les gendarmes ont appelé ma mère ce matin». Au début, j'y croyais pas. Je lui ai même demandé de me dire vraiment ce qu'elle avait parce que pour moi, c'était improbable. Et elle m'a répété la phrase. Et c'est là que j'ai compris que c'était la stricte vérité, la dure vérité. Et là, j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à former de phrases, j'en tremblais. Et je l'ai simplement prise dans mes bras. On est monté au pont du dessus où ma mère se trouvait dans un des salons. Et on lui a expliqué la situation. Et elle a été autant choquée que moi, voire même plus. Après, on est allé loin des gens, loin du bruit. On s'est retrouvés vraiment toute seule. Et là, elle a commencé à me raconter vraiment les bons souvenirs qu'elle avait eus avec sa sœur. On a versé quelques larmes, on est resté longtemps dans le silence. On lui a rendu un dernier hommage comme on pouvait, on a fait du mieux qu'on pouvait. Vers la fin de la traversée, on a rejoint ma mère dans le salon où elle était. La mère et le frère de ma meilleure amie nous ont rejoints, histoire de ne pas les laisser seuls. Et on est arrivé à Ajaccio vers 22 heures. Après une longue et dure traversée, pleine de vagues, mauvais temps, la totale. Et j'avais pas envie de la laisser partir, j'avais pas envie de la laisser seule dans cette situation, j'avais pas envie de la laisser passer la nuit seule et pleurer comme ça seule. Sauf que ma mère, elle m'a expliqué qu'il fallait qu'elle se retrouve en famille, qu'elle avait besoin de ça. Donc je l'ai laissée partir, mais j'ai été là très tard la nuit, je lui ai parlé très tard pour lui montrer que j'étais vraiment là et que je la soutenais du plus que je pouvais. Les jours d'après, il y a eu les premières autopsies, il y a eu le début de l'enquête et il y a eu l'enterrement. À la messe, il y avait beaucoup de gens. Il y avait bien sûr la famille, il y a eu les amis proches, les connaissances, des gens de son village, même, je pense, si je me rappelle bien, des inconnus, juste touchés par la situation. C'était vraiment un rassemblement touchant. Et le 12 juin suivant, il y a eu la marche blanche à Ajaccio, en l'honneur de Savannah et des autres victimes. Là, il y avait plus de 1000 personnes qui étaient toutes vêtues de blanche et qui ont toutes marché dans le silence dans les rues d'Ajaccio pour rendre hommage aux victimes. Et ça a été vraiment un moment très très touchant. Par la suite, il y a sa mère qui a créé l'association Savannah en l'honneur de sa fille et qui a fait beaucoup d'actions pour récolter des fonds pour l'association, des concerts, des participations au vide-grenier et tous les sous qu'elle récolte sont réinvestis dans d'autres actions. J'ai été dans le quotidien d'une famille en deuil et franchement, je souhaite ça à personne. C'est difficile à voir, c'est difficile à vivre, c'est compliqué souvent de trouver les bons mots pour les personnes qui sont victimes de ça. Et avant l'annonce de la nouvelle, je ne m'intéressais pas vraiment à ce sujet. J'étais pas vraiment intéressée par ça, sauf qu'après avoir appris ça, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Pourquoi elle? Pourquoi les femmes sont victimes de ça? Combien sont victimes de ça? Pourquoi est-ce que les gens ne réagissent pas face à cette violence? Avec le temps, j'ai compris que les gens, ils n'étaient pas assez informés par rapport à ça, ils n'étaient pas assez sensibilisés. On le voit notamment par rapport aux réactions des gens quand ils lisent le journal et qu'ils découvrent la nouvelle. Il y a vraiment trois catégories qui se démarquent. La première, c'est les gens qui lisent l'article par rapport au décès et qui ont de la compassion pour la famille, sans envoyer les condoléances à la famille, ils les ressentent. La seconde partie, c'est les gens qui lisent l'article comme si c'était une publicité, qui tournent la page et qui passent à l'article suivant. Et la troisième partie de gens, qui pour moi est la pire et sur laquelle il faudrait appuyer, c'est les gens qui, en lisant l'article, se disent ce sont les victimes les coupables, elles avaient qu'à partir plus tôt, elles sont victimes de leur sort, elles sont coupables de leur sort, pardon, elles avaient
n'avaient qu'à réagir avant, la famille n'a rien fait pour les aider. Et pour moi, ce genre de phrase, c'est clairement improbable. C'est pas humain d'oser dire ça, parce que tant qu'on n'a pas été confronté à ça, tant qu'on n'a pas été dans le quotidien d'une famille en deuil, on ne peut pas savoir ce que ressent la famille, on ne peut pas savoir ce qu'a vécu la victime. Et pour moi, tout simplement, cette partie de gens, il faut arrêter de penser comme ça. C'est inhumain et c'est avoir l'esprit complètement fermé et ne pas avoir de cœur. Alors, on parle de violence conjugale depuis le début, mais qu'est-ce que c'est réellement? Il faut savoir qu'une violence, c'est un coup, c'est une insulte d'un conjoint sur l'autre, que ce soit dans un couple marié, pacsé ou en union libre, et que la victime qui énonce les faits peut bénéficier d'aide des services publics et des associations. Il faut savoir aussi que la moindre gifle ou la moindre insulte est considérée comme une violence. Il y a les violences physiques, il y a les violences psychologiques comme le harcèlement, les menaces, et il y a les violences sexuelles, qu'on n'a pas besoin de citer, je pense. Il faut prendre conscience aussi que l'année où Savannah est morte, plus de 200 000 femmes en France ont été victimes de violences conjugales et il y en a certaines d'entre elles qui malheureusement ne sont plus là pour témoigner. Alors, si il était si facile de se confier, on le sait tous, les chiffres arrêteraient d'augmenter et voire même diminueraient jusqu'à zéro. Sauf qu'en général, les femmes, quand elles restent, c'est premièrement par amour. Elles pensent faire revenir l'homme qui est le but de leur relation. La deuxième raison, c'est que souvent, il y a un enfant en bas âge et qu'elles veulent que pour leur enfant, ils grandissent et soient éduqués par les deux parents. Et la troisième raison, c'est aussi, je pense, la plus fréquente, c'est les femmes qui sont menacées par leur conjoint, parfois sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool, qui les interdisent de sortir ou d'aller parler ou de les dénoncer sous peine de coups. Et donc pour éviter tout ça, pour éviter toutes ces situations, il y a une seule chose, c'est l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est le plus important. Si vous êtes enseignant ou enseignante et que vous voyez deux enfants jouer ensemble de façon violente, allez leur expliquer qu'il faut qu'ils arrêtent de jouer comme ça et qu'il y a d'autres façons de jouer. Si vous êtes dans la rue, que vous assistez à une dispute dans un couple, que le ton monte, qu'il y a les premiers coups qui apparaissent ou une main qui se lève, interposez-vous, prenez la victime à part, demandez-lui si ça va, et même si elle vous répond oui, dans le doute, prévenez la police. Il vaut mieux prévenir pour rien plutôt que rien dire et qu'après on en arrive à des résultats, malheureusement pas... malheureusement pas... à des situations où on ne peut pas revenir en arrière. Si dans votre famille, vous avez un membre qui arrive souvent avec des coups, avec des marques de blessures, avec des bleus, qui fait passer pour des accidents du quotidien, comme des chutes dans les escaliers, ou des coupures pendant la cuisine, ou quoi que ce soit, et que vous avez un doute, allez vous adresser à la police ou allez vous adresser à des associations. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte d'intervenir dans la vie des gens, de ces personnes-là, parce que vous pourriez bien leur sauver la vie et elles vous seront reconnaissantes vraiment jusqu'à la fin de leur existence. Et bien sûr, si vous êtes au centre de toutes ces situations, que vous êtes vous-même victime, n'ayez pas peur d'aller parler à des spécialistes qui sont là pour vous aider et pour vous accompagner pour sortir de cet enfer. Je peux vous assurer qu'on ne se remet jamais vraiment d'un décès, surtout quand la mort elle est aussi soudaine et aussi brutale. Et une victime, c'est déjà une victime de trop. On doit agir maintenant. Alors vous me direz, pourquoi partir de l'histoire de Savannah? Tout simplement parce que ce n'est pas juste une victime de plus. Et une photo d'encore ce matin, c'était la sœur de ma meilleure amie. Et si à 16 ans aujourd'hui je me tiens devant vous pour vous parler de ça, c'est parce que je suis convaincue qu'on a tous un rôle à jouer pour changer ça. Alors je demande à tous ceux qui ont pris conscience de leur rôle de bien vouloir lever la main. Merci. Non. Ouf. C'est émouvant. C'est super. Merci. Vous pouvez encore applaudir parce que c'est pas facile.
Ah non, c'est bon. Ça va? C'est bon. C'est parfait. On peut enchaîner. De rien. Oui, parce qu'il y a la mère quand même et la sœur. Bravo. Mais je te laisse. On va passer à quelque chose d'un peu moins triste. Vous pouvez accueillir Carla.